Très bien. Bon, écoutez, bonjour à tous. Merci donc d'être présents à notre atelier. Donc, on va vous montrer, on va vous expliquer un peu comment la mutualisation entre chargeurs peut être une réponse en fait aux enjeux du transport aujourd'hui. Donc, je me présente. Donc, je suis Olivier Zéhy, je suis le directeur de la BU Expertise et Conseil chez Interlog. Donc moi, je suis bonjour Ludovic Cocknis, directeur des opérations de la business unit Interlog Logistique, en charge notamment des tours de contrôle, de l'optimisation des transports et de tout ce qui va concerner la décarbonation, le suivi des émissions de CO2. Bonjour, moi Adrien, je suis responsable logistique et sustainability chez Kraft Heinz et je fais partie d'un des poolings organisés par Interlog qui va être présenté. Merci. Allez-y, installez-vous. Vous êtes le mec qui était chez Transporéon, on a demandé un petit peu. C'est ça. Bienvenue à vous. Voilà. Donc on va vous présenter très rapidement qui est Interlog. Interlog, une société orléanaise créée en 1999, dont le cœur de métier est l'audit de contrôle des factures de transport. On a aujourd'hui 3 autres métiers, le conseil en expertise sur la partie transformation supply chain, l'édition de logiciels pour la logistique et le transport, et puis des opérations pour le 4PL, donc externalisation de services de transport et logistique. On passe très rapidement, vous pouvez venir nous voir sur notre stand en B122, on peut vous donner beaucoup plus de détails sur tout ce qu'on fait, mais là comme on est un petit peu coincé au niveau du timing. Alors, c'est le moment du jeu, parce qu'on s'est dit que c'était pas mal de se détendre. Donc, on vous propose avec vos petits smartphones de faire ce petit quiz. Ça va durer 5 minutes simplement, mais c'est une manière pour vous de bien mesurer comment, finalement, ces poolings, parce que c'est pas la première fois que vous entendez parler des poolings entre chargeurs, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé à une période, et puis qui avait été, ces dernières années, notamment avec le Covid et puis l'après-Covid, un petit peu, entre guillemets, passé le mode. Et ce qu'on va vous faire sentir avec ce petit quiz, c'est que la période est beaucoup plus propice maintenant à renouveler la réflexion au niveau des poolings. Alors, je vous fais passer le petit QR code qui va bien. Donc, vous allez pouvoir nous rejoindre. Alors, vous mettez juste votre prénom ou un pseudo quelconque, hein, il n'y a pas de collecte de données pour les uns et pour les autres. Ça permettra de savoir qui gagne à la fin de notre petit quiz. Voilà, comme vous y êtes tous, je vois que ça y est, ça commence à venir. On donne 15 secondes de plus et puis on va démarrer. Hop. Alors le but c'est de bien répondre pour une partie des questions et puis il y en a d'autres qui sont des questions, en fait il y en a 2 qui sont des questions de sondage. Je vous rassure, la première, c'est pour l'entraînement, c'est pas pour gagner. C'est donc une question en fait de sondage qui permet de voir un petit peu comment ça marche pour ceux qui n'ont pas l'habitude des caoutes, hein, puisque c'est le système qu'on utilise. Vous êtes tous bien dessus? Allez, c'est parti. Alors, le contexte du transport routier de marchandises, en fait, sur la période dans laquelle on se trouve, 2025-2026. Question sondage, pour vous, quelle est l'évolution de la croissance, de la consommation des ménages sur le marché français sur ces 2 dernières années, 24-25? Vous avez plusieurs réponses possibles. Baisse des volumes et début de récession, volume stagnant et croissance atone, une hausse modérée des volumes et de la croissance, ou je ne saurais pas me prononcer. Vous voyez, on voit nos réponses qui s'affichent là au fur et à mesure. Et on voit en l'occurrence vos réponses aux uns et aux autres. Alors, il n'y a pas beaucoup d'optimistes, il n'y a pas beaucoup de gens en l'occurrence qui ne savent pas trop. Et effectivement, là, si on avait fait ça comme un quiz, la bonne réponse, c'était la réponse numéro, en l'occurrence, donc celle qui a reconnu 6 personnes, puisque, comme vous voyez en fait ici, on voit bien que sur la consommation des messages, hein, c'est des données INSEE, on avait une tendance depuis 2003-2004 qui était une augmentation lente comme ça jusqu'ici. Vous avez eu le trou du Covid, une reprise après le Covid, mais après vous voyez bien que sur les 3 dernières années, 23, 24, 25, on est quand même sur un niveau qui est vraiment très faible. On sait qu'on est tous dans une période très flat en termes d'économie. Et on le voit aussi sur les volumes globaux de transport, puisque
croissance en fait, des volumes en fait, de transport. Certains d'ailleurs qui sont un petit peu dans l'idée qu'on va sans doute cruncher un peu en fait, au niveau de la consommation, imaginent que plutôt les volumes de fret auront tendance en Europe en fait, à baisser sur les 10 ou 15 prochaines années. Alors maintenant on passe au quiz. Là ça commence la compétition. D'accord? Combien de postes conducteurs, en l'occurrence vacants, en Europe en 2025? C'est-à-dire là, en fait, aujourd'hui, les données qui sont récentes, vous aviez combien de postes de conducteurs qui étaient vacants? Alors, vous avez répondu entre 200 000 et 300 000, 6 personnes, entre 300 000 et 500 000, en l'occurrence, donc 5 personnes, mais la bonne réponse, c'était plus de 500 000. Vous avez en fait aujourd'hui plus de 500 000 postes de conducteurs qui sont vacants en Europe. On sait tous qu'il y a une grande difficulté, pas seulement sur le marché français, mais également en fait aussi du fait d'ailleurs des conflits qui ont asséché pas mal le marché des chauffeurs ukrainiens, d'une partie des chauffeurs biélorusses, etc. On sait que tout le transport international est fait avec des chauffeurs qui sont non français, la plupart du temps des entreprises non françaises. Tout ça, ça a amené en fait à une vraie difficulté aujourd'hui à trouver non pas des camions, mais trouver des chauffeurs pour les conduire. Alors, Pascal a pris la tête, je ne sais pas qui est Pascal, mais donc en tout cas c'est sans doute celui qui a répondu c'était plus de 500 000. On passe à la question suivante. Combien d'entreprises de TRL françaises ont déposé le bilan au S1 2025? Entre 0 et 300, entre 300 et 500, entre 500 et 700 ou plus de 700? À votre avis? Pascal. Qui est Pascal? Eh bien, la réponse, c'est celle que 4 d'entre vous ont trouvé, c'est plus de 700. On est en fait à 800 dépôts de bilan. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 37 000, en l'occurrence, donc, transporteurs avec la capacité de transport, etc. Il y en a plus de 800 qui, en un semestre, ont déposé le bilan. Ça veut dire que, globalement, on est sur un secteur qui s'est beaucoup fragilisé. Les marges ont été profondément réduites et beaucoup d'entreprises de transport avec des camions, je ne parle pas de commission de transport, mais d'entreprises de transport, en fait, ont des vraies difficultés à suivre. Question suivante. Alors, là, c'est Tesser qui a repris, en fait, le lead. Voilà. Question suivante. Là, c'est un sondage. À votre avis, dans combien de temps à peu près on aura une équivalence de coût entre des transports décarbonés et des transports classiques au diesel qu'on connaît? C'est pas un quiz, ça c'est vraiment pour mesurer un petit peu ce que vous ressentez les uns et les autres par rapport à ça. Est-ce que c'est avant 2028 parce qu'il y aura une fiscalité différenciée et qu'il faut déjà se préparer à ça, donc vraiment c'est rapide. Est-ce que c'est quelque part entre 2028 et 2032? C'est pas de mal à veille pour certains, je vois qu'il y a une personne qui dit que c'est pas de mal à veille. Et puis entre 2035 et 2040 avec une forte remontée des prix du pétrole. Donc en l'occurrence, c'est un sondage, mais ça vous donne une petite idée de comment on apprécie les choses sur le futur de la décarbonation et cet enjeu, en l'occurrence, des coûts qui sont importants, parce qu'on sait tous que c'est joli, les camions électriques ou le HVO, etc., mais ça entraîne un surcoût qu'on n'a tous pas envie de voir se mettre en place. Dernière question du quiz, et après c'est fini. Est-ce que les fameux portiques, vous vous souvenez des bonnets rouges, etc., en fait, en France, sont sur le point en fait, de revenir sur les routes françaises? À votre avis? Dès 2027 en Alsace et en Lorraine, non, le projet est abandonné, non, il y a un projet de taxation. Alors vous voyez que vous êtes 8 à penser qu'il y a un projet de taxation unifié dans toute la zone UE qui est à l'étude. Et là, vous vous trompez tous. En réalité, le point essentiel, c'est qu'à l'image de la Maut allemande, vous savez, le fameux péage en fait, que vous avez en fait, aujourd'hui sur les autoroutes allemandes, le principe, pour éviter les données rouges justement, c'est celui que ce soit régionalisé. Et la région Lorraine, la région Alsace, dès 2027, en face du Maut, parce que le Maut a occasionné un transport déporté en fait, pour l'axe nord-sud du Rhin entre l'Allemagne et les régions Alsace-Lorraine, eh bien, ils vont coller en fait une taxe du même type. Et aujourd'hui, les États généralement
encourage largement en fait, à la mise en œuvre de péages en fait, pour les poids lourds, péages qui seront différenciés entre, en l'occurrence, donc, les transports carbonés et les transports non carbonés. Voilà pour vous donner une petite idée du contexte et que je repasse la parole tout de suite. Et vous allez voir qu'effectivement les choses se tendent beaucoup et c'est pour ça qu'on a un étau en fait aujourd'hui sur tous les chargeurs en fait que vous êtes. Alors on repasse à la présentation et je repasse la parole à Olivier et Ludovic. Hop, une seconde. On n'a pas eu le vainqueur. Ah pardon, le vainqueur. Grosse erreur. Alors, hop, le vainqueur. Je suis pas sûr de le vainqueur. Voilà. Alors, qui a gagné parmi vous? On a le troisième, c'est Guillaume. Guillaume lève la main. Ah oui. Voilà. Guillaume, en fait, donc est là. JS, deuxième. Et le premier, papa, Amaury. Amaury, voilà. Félicitations. Donc, la meilleure note, en fait, à l'issue du petit quiz. Bon, vous voyez bien qu'on a des petites... on revient pour le cadeau, en fait, après, pour les trois premiers, vous irez voir mes collègues. Mais voilà, ça vous permet de bien mesurer, en fait, aussi, quand on se parle un peu entre nous, les perceptions qu'on a, en fait, sur les situations de marché. Et ça me permet de donner la parole maintenant, donc, pour de bon, à mes amis. Alors, hop, je quitte ça. Je viens de revenir sur mon PowerPoint. Ici. Ici. Voilà, on y va. À vous. Donc, on a compris, le marché du transport est extrêmement compliqué, extrêmement resserré. Comment oui, s'il te plaît. Merci. Éviter les ruptures de capacité. Alors, on va continuer, je ne vais pas continuer strictement dans le quiz, mais qui parmi vous n'a pas connu de difficultés de transport dernièrement, ces 3 derniers mois, 6 derniers mois, cette dernière année? Ne levez pas la main, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui pourraient se targuer de pouvoir lever la main. Effectivement. Donc, pour éviter ces ruptures de capacité, pour contenir les coûts dans ce contexte-là, on sait que la majeure partie, 90% des transports internationaux sont opérés sous pavillon étranger, 90% des transports nationaux sont eux opérés sous pavillon français, finalement soumis aux mêmes problématiques d'inflation, qu'elles soient sur les péages un peu de partout, mais surtout l'augmentation des coûts salariaux et l'augmentation des coûts de détention du matériel et les coûts d'acquisition du matériel. Malgré tout ça, malgré une baisse relative du coût du carburant, qui elle par contre est, elle est suivie via le pied de facture, la surtaxe énergie. Donc finalement, on ne la fait pas rentrer strictement dans le cadre des contraintes. À ça, on va rajouter la décarbonation qui presse, où là, vous, en tant que chargeur, vous êtes strictement, on va dire, un petit peu entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire des attentes qui sont fortes de la part de vos clients, externes et internes, de la part de votre management aussi. Et puis, en face, bien entendu, comment dirais-je, ça va concerner aussi les conditions de travail des chauffeurs. Mais donc vous êtes pris entre ces fameuses carottes-là et les coups de bambou, qui sont finalement les investissements qui sont nécessaires à l'acquisition de ces technologies de carburant alternatifs. Donc tout ça, c'est pour vous amener à l'idée que la bonne solution, c'est finalement une recette essentielle, c'est d'avoir des camions bien remplis. Et d'avoir des camions bien remplis, c'est pas toujours facile par rapport aux contraintes qu'on peut avoir les uns les autres. Et c'est là, en fait, tout l'intérêt avec ce contexte, justement, où on n'a pas trop de solutions, parce que, en gros, ce qui nous a sauvés ces 18 derniers mois, du point de vue des chargeurs, clairement, c'est le fait que, globalement, le gasoil n'était pas trop cher, et que ça menuisait ce rapport. Mais par contre, clairement, là, maintenant, on a des difficultés à réunir toutes les contraintes, en fait, ensemble. Alors... Si en fait, on n'avait pas le bon.
comme le précisait Jean-Marc, la solution, c'est des camions bien remplis sur l'ensemble du cycle de vie. Ne pas voir atterrir un camion vide sur un entrepôt pour repartir plein, ne pas voir un camion plein arriver sur un entrepôt et repartir vide. Donc tout ça, ça va participer de la RSE, mais aussi de l'organisation et de l'optimisation générale de l'organisation de transport. Donc à ça, une des réponses, alors je ne dis pas, et on ne dit pas que c'est la solution miracle, mais c'est une des solutions, c'est une des feuilles au millefeuille de l'optimisation, c'est le pooling multi-chargeur, le multi-transport multi-chargeur, donc où le groupage, cette fois, est piloté en amont du transport, en amont, donc par les chargeurs. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée de ce que cela peut représenter uniquement d'un point de vue économique. Un camion complet rempli avec 5 chargeurs, chacun ayant chargé un certain nombre de palettes, 5, 8, 3, 10, 7. Chacun va payer sa part de transport avec en face un euro palette associé. Au total, le camion de 33 palettes aura été facturé par le transporteur. Ici, c'est une vraie grille tarifaire à 1 700 euros. Donc ça, c'est le groupage transporteur. Ça, c'est quand il est transporteur, c'est le groupage. Voilà, c'est son métier. Lui, il a le gain de productivité, il est chez lui. Vous n'avez pas spécialement ou complètement la maîtrise aussi bien des données, des éléments du départ et d'arrivée, et finalement une faible visibilité sur véritablement ce qui a été utilisé en termes de véhicules, en termes de carburant, etc. A contrario, on passe sur pour les mêmes industriels, la même quantité, mais par une optimisation via du pooling. On a les mêmes quantités. On a massifié en amont donc l'ordre de transport que l'on a communiqué aux transporteurs, c'est un ordre de transport camion complet. Chaque industriel va payer sa part dans le camion. On arrive à une moyenne de X euros la palette, qui est généralement très en dessous de ce qui est payé d'un point de vue mono-chargeur, avec un camion qui, à la fin, revient à 840 euros. L'optimisation de la productivité, elle est conservée par les chargeurs, elle n'est pas laissée aux transporteurs. La relation, elle reste directe avec le transporteur, ainsi que le suivi des taux de service. Et ça nécessite, en règle générale, une organisation de type GPA. On va le voir après, donc en flux poussé, on va le voir après, ça peut exister en flux tiré, mais c'est pas légal. Mais ça existe. Donc, j'ai fait une très belle transition. Donc flux poussé, flux tiré. Flux poussé, on est sur une organisation de type GPA. Donc vous avez la main en tant que chargeur sur les volumes et vous vous entendez sur un niveau de taux de couverture de stock chez votre client et vous maîtrisez ce flux-là. Ça en plus, on en parle un petit peu plus tard, mais un aspect plutôt positif, je pense, sur le SNOP, par exemple, puisqu'on a une meilleure visibilité du volume. Quand on est en flux tiré, certaines enseignes de la grande distribution ne sont pas encore aujourd'hui enclins à laisser la main au chargeur pour approvisionner les produits, et auquel cas on reste sur du flux tiré par le client destinataire. On va faire là plutôt, on appelle ça du pooling EDI, mais plutôt du pooling d'opportunité. Les avantages du pooling quand on est côté distributeur, c'est notamment l'optimisation du taux de service, l'optimisation des stocks et des coûts afférents au stock. Là, il peut y avoir un impact assez fort au niveau du BFR. Et puis, la réduction des coûts administratifs et une simplification de l'organisation. 5 fournisseurs qui livrent en même temps dans le même camion, c'est une seule ouverture de quai, etc. C'est des économies d'échelle. Les inconvénients qu'on peut trouver, c'est uniquement je pense uniquement sur le pooling EDI, où on a laissé la main au distributeur, puisqu'il va falloir qu'il accepte de synchroniser les dates de livraison et potentiellement d'être challengé sur des quantités, rajouter quelques colis ou une palette pour que le camion soit complet. Côté industriel, on va retrouver à peu près les mêmes avantages en termes de taux de service, en termes d'économie sur le coût de transport, en termes d'économie en émissions de CO2. Et puis là aussi, de par la meilleure visibilité sur les flux, puisqu'ils sont maîtrisés, une meilleure gestion des potentiels pénuries, manquants, etc. Les inconvénients, il faut respecter les règles du pooling. D'un point de vue global, et
réduction des émissions de CO2, clairement, parce que vos camions sont plus complets. L'ISO 14083 vous invite à avoir vraiment un calcul qui soit plus précis que celui qu'on faisait autrefois, qui était un peu rapide. Okay, et effectivement, le fait d'avoir des camions complets, ça permet véritablement de baisser le CO2 par tonne kilomètre, en l'occurrence pour vos marchandises. Alors pour faire un pooling, il y a forcément des prérequis. Et donc un prérequis qui est aujourd'hui le plus important et le plus stratégique pour la réussite du projet, c'est un projet avec un accord des directions générales. C'est un projet d'entreprise, c'est pas un projet logistique, c'est pas un projet de transport, c'est un projet d'entreprise. Donc il faut absolument que les sponsors de ce projet-là, ce soient les directions générales. Ensuite, bien sûr, il y a d'autres prérequis qui sont la compatibilité de vos produits. On va mettre forcément dans le camion des produits qui sont compatibles. On va être plutôt sur le même entrepôt de départ. On va éviter tout ce qui est multipic parce que ça ajoute des coûts. Donc il vaut mieux être sur le même entrepôt. On va essayer de livrer les mêmes points de livraison. Donc là c'est pareil, tout ce qui est multi-drop, on évite parce que ça rajoute de la complexité. Donc on vise plutôt des PDL communs. Et puis quelque chose qui aujourd'hui qu'on trouve très important, c'est qu'en fait quand on fait travailler plusieurs industriels pour des livraisons mutualisées, on a besoin d'avoir un tiers de confiance. C'est-à-dire en fait un acteur qui va être garant du bon process, du respect des procédures, et qui va justement permettre que ça soit très fluide dans vos approvisionnements. Alors là, on va vous donner 2-3 exemples en fait de pools. Là, on a eu un pool assez intéressant, qui est un pool qui a été de 2018 à 2023, où en fait on a créé un partenariat entre 4 industriels qui étaient concurrents. Oui, on peut faire du pooling même si on est concurrent, même si on a les mêmes produits, on les met dans le camion et on peut livrer les mêmes points de livraison. Mais justement, grâce à ce tiers de confiance, on est capable de garder de la confidentialité au niveau des approvisionnements. Je me permets de t'interrompre une seconde. Je vois beaucoup de gens qui prennent des photos. Oui. Ne vous inquiétez pas. Toute on la vous enverra. présentation, vous l'aurez en fait en PDF qui vous sera envoyé. Pour tous ceux qui étaient inscrits, on a vos coordonnées, donc on vous enverra la présentation complète. D'accord. Voilà, c'est un pool qui a été effectivement 4. Non, c'est juste pour dire que oui, on peut passer sur le deuxième pool avec une autre caractéristique, avec des industriels qui avaient des volumes très très différents. Plus de groupe Mars, beaucoup de volumes. Des entreprises comme Sopiquet, UB avec du nombre de palettes beaucoup plus faible. On peut se mutualiser avec des tailles d'entreprises différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux pools-là se sont arrêtés liés à des changements d'organisation au sein des industriels. Un pool, ça peut s'arrêter, on peut entrer dans un pool, on peut sortir d'un pool. C'est pas immuable, c'est pas un engagement sur les 15 prochaines années. L'idée, c'est vraiment de pouvoir collaborer pendant plusieurs années pour pouvoir en fait avoir un maximum de bénéfices. En général, c'est autour de 3 ans l'engagement, parce que ça prend quand même pas mal de temps de monter le projet en fait globalement. Mais c'est vrai qu'après, les intérêts des entreprises peuvent diverger. On a une convergence pendant un temps. Et au moment où ça diverge, il y a effectivement, soit parfois les pools évoluent, soit en l'occurrence, et avec d'autres partenaires qui viennent remplacer ceux qui partent, soit en l'occurrence les pools meurent, mais ça ne pose pas de grands problèmes majeurs, puisque ça fait partie de l'évolution de tout ce qu'on peut prendre tous les jours comme décision en matière de supply chain. Et aujourd'hui, on a un pool actif qui est le pool Sphinx. Je vais laisser Adrien on va dire quelques mots. C'est un pool donc, qui est actif depuis 2013. Vous voyez, ça peut être une collaboration de longue date. Alors, comment dire nous, ça fait 15 ans qu'on est dans ce pooling. On est là depuis le début, il me semble, si je dis pas de bêtises. J'étais pas là à l'époque. Et aujourd'hui, on s'imagine pas en sortir. Même si un jour on devait changer d'entrepôt, on s'imagine pas en sortir du fonctionnement pooling. De par la baisse des émissions de CO2, parce qu'on a un nombre de camions mis sur les routes qui est bien plus bas. Comment dire oui, l'impact économique. Réduction du nombre de camions sur les routes, les gains d'échelle qui font partie des avantages principaux, et la fréquence de livraison aussi. Puisque si on partait seul, on devrait soit livrer beaucoup plus de palettes, donc livrer moins souvent,
soit... oui, on arrive à avoir une fréquence plus élevée, donc un meilleur pilotage du stock des clients et aussi de notre niveau de stock. Et quand on est dans des moments de tension sur une référence, par exemple, on va pouvoir prioriser un client plutôt qu'un autre parce qu'on sait très bien qu'on va avoir un nouveau départ qui va être à J+1 ou à J+2. Donc voilà, qui nous permet de piloter de cette manière. Ce que je peux ajouter, donc grâce à la multiplicité des industriels et donc du fonctionnement différent que chacun peut avoir, on va avoir, le fait d'avoir beaucoup d'industriels impliqués fait qu'on va capter rapidement les problèmes qui peuvent survenir dans la gestion opérationnelle, donc transport, customer excellence, et donc on va les traiter de manière beaucoup plus réactive, puisque voilà, chacun va travailler différemment, mais il y a forcément un moment quelqu'un qui va capter son problème et le traiter en groupe, puisqu'on a des copies réguliers toutes les 2 semaines, donc qui impliquent les parties transport, customer excellence. On a la GPA, voilà. Et oui, on garde grâce aussi à l'expérience de chacun, enfin la durée du pooling, on garde beaucoup d'expérience de par la multiplicité des acteurs. On garde une traçabilité des décisions qui ont été prises et donc des choses qui sont en place depuis très longtemps. Si on a une personne qui démissionne dans une entreprise, et le fait que d'autres industriels soient là depuis très longtemps également, fait que la connaissance, l'explication de pourquoi on fonctionne comme ça avec Système U mais pas pareil avec Carrefour, c'est des décisions qui vont être dont l'existence va être conservée, la connaissance de l'existence va être conservée. Voilà, et un dernier point, dans les échanges avec les clients, on se donne plus de poids aussi, puisque on représente un volume mutualisé qui est très important. Donc quand on va vouloir revoir les conditions de livraison avec un client, quand on va vouloir revoir les délais d'approvisionnement, en tout cas quand on veut changer quelque chose avec un client, le fait de faire partie d'un pooling nous donne beaucoup plus de poids de par le volume qu'on livre à ses clients. Il nous reste 3 minutes, parce que comme Transporé, on nous a piqué 5 minutes. C'est ça. C'est ça. Je sais que tout le monde a un emploi du temps très serré, en fait. Par contre, je crois que ça marche plus mon micro, c'est pas grave. De toute façon, vous pouvez retrouver nos amis d'Interlog. Je mettrais juste un petit point. Finalement, c'est comment lancer une étude, savoir si vous êtes éligible ou pas à faire du pooling. En fait, nous, on propose chez Interlog une mise en œuvre en 3 étapes. Première étape, qui n'est pas très coûteuse parce que finalement, on va venir vous écouter, on va venir connaître votre métier, regarder un peu tous vos prérequis, on va rechercher potentiellement des candidats. Voilà, on va regarder aussi d'un point de vue des réseaux logistiques, est-ce qu'il y a besoin de trouver de nouveaux partenaires logistiques. On va faire une première étude. Ensuite, on a une deuxième phase qui est beaucoup plus sur la rentabilité du projet. On va trouver ces acteurs, on va regarder le copain ou les copains avec qui on pourrait travailler. Donc, on va vraiment être dans la recherche finalement de est-ce que je vais vraiment y gagner à me mutualiser avec tel ou tel partenaire. Et une fois qu'on s'est bien mis d'accord sur finalement, ok, go, on y va, on va dans la phase vraiment du projet d'implémentation, c'est assez variable, entre 6 et 12 mois. Souvent 12 mois quand il faut qu'on déménage, parce que gérer un déménagement en secours, ça c'est pas simple. Donc, et là, on va vraiment être dans un projet d'implémentation, on va écrire des procédures, on va écrire des cahiers des charges, on va faire toute la partie IT pour toutes les connexions des nouveaux partenaires, etc. Donc voilà. Un projet aujourd'hui de mutualisation, ça se monte à peu près entre 1 an et 1 an et demi. Entre le moment où on a l'idée, on se dit tiens, pourquoi pas moi, voilà, nous on peut venir vous aider. Merci à vous. Merci à vous. Et, oui.